Deuxième partie de la soirée avec Bernard de Montréal du mois de novembre sur le thème « Élu ou damné ». Je passerai donc maintenant plutôt aux questions du public qui sont déjà écrites sur les papiers. Quand Bernard parle de fusionner, est-ce qu'il parle de fusionner avec son ajusteur de pensée? Le concept de l'ajusteur de pensée, c'est un concept qui fait partie des données ésotériques modernes. C'est un très, très bon concept. Mais le concept de l'ajusteur de pensée va beaucoup plus loin que ce qui a été donné à l'homme par les voies ésotériques des années 30. Un ajusteur de pensée, c'est une intelligence, mais nous, les hommes, nous avons de la difficulté à nous imaginer qu'est-ce que c'est une intelligence. Nous ne sommes pas capables de nous imaginer qu'une intelligence n'est pas nécessairement corporelle, qu'une intelligence peut être simplement une forme d'énergie. Et effectivement, un ajusteur de pensée, c'est une intelligence, c'est une forme d'énergie qui a subi son propre acheminement évolutif et dont la fonction dans les mondes parallèles, dans les mondes du mental, dans les mondes des planètes invisibles qui gèrent l'évolution de toute l'énergie, est de fusionner avec l'homme, c'est-à-dire d'entrer en rapport vibratoire suffisamment près avec l'esprit de l'homme pour former une unité d'ambiance. Mais pour comprendre qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme, il faut être en communication télépathique avec cette énergie. Parler de l'esprit de l'homme, ce n'est pas assez. Parler de l'esprit de l'homme, c'est employer un terme pour définir une situation psychologique qui nous permet, en tant qu'individu pensant, de réaliser, à cause des mécanismes de réflexion au niveau de notre ego, que nous avons en nous, quelque part, quelque chose qui est réel. Mais pour savoir qu'est-ce que c'est de l'esprit, qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme, il faut recevoir une énergie qui part de ce qu'on appelle, entre parenthèses, un ajusteur de pensée, dont la fonction est d'ajuster l'énergie qui devient de la pensée, qui nourrit l'esprit de l'homme, afin que l'homme, dans son esprit, puisse comprendre le mystère de son esprit. Pour qu'un homme sache qu'est-ce que c'est la fusion, pour qu'un homme comprenne qu'est-ce que c'est la fusion, il faut que les mécanismes internes de sa psychologie subjective soient éliminés. À ce moment-là, il peut comprendre qu'est-ce que c'est la fusion parce qu'il n'a pas besoin de penser à des mots pour comprendre la valeur de la forme qui l'instruit de l'énergie qui vient vers lui pour lui rendre ou lui donner conscience de quelque chose. Alors, l'esprit de l'homme, c'est une énergie qui est faite de la même énergie que l'ajusteur de pensée, mais qui a une vibration beaucoup plus basse, c'est-à-dire qui a une vibration planétaire. Une vibration qui est rendue planétaire à cause de l'appartenance de cette énergie et de sa fonction de soutenir le corps matériel. Donc, ce qui diminue la vibration de l'esprit de l'homme et permet à l'homme d'avoir un esprit planétaire, c'est que cette énergie doit soutenir les principes jusqu'au corps matériel. Si l'homme était en dehors de son corps matériel, il vivrait dans son esprit, c'est-à-dire qu'il serait conscient, c'est-à-dire qu'il aurait conscience d'être, c'est-à-dire qu'il serait dans une luminosité, c'est-à-dire qu'il serait dans une énergie qui serait automatiquement et absolument en harmonie avec l'autre qui la nourrit. Autrement dit, un ajusteur de pensée et un homme, ce sont comme deux boules d'énergie qui, éventuellement, se réunissent et se fondent et forment une énergie. Alors, l'ajusteur de pensée, lorsque l'homme fusionne, c'est une condition de rapprochement entre une haute vibration et une basse vibration d'énergie, ni plus ni moins.
Si on demeure au niveau de la philosophie de l'ajusteur de pensée, à ce moment-là, on crée une polarité dans notre esprit. C'est-à-dire qu'on sera obligé de penser en termes d'une dualité infiniment intelligente vis-à-vis un autre aspect de la dualité plus limité dans l'intelligence. Et ça, c'est une erreur parce que l'esprit soit planétaire ou que l'esprit soit universel, les deux réunis ensemble forment une autre condition d'énergie qu'on appelle, là, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi je ne peux pas vous le dire? Parce que je ne peux pas vous le dire. Essayez de suivre ce que je dis. Autrement dit, c'est l'énergie supérieure qui contrôle vibratoirement l'énergie inférieure. C'est ça de la fusion. Moi, personnellement, vous le dire ou pas vous le dire, ça ne change rien. Parce que je n'ai pas la capacité de vous le dire ou de ne pas vous le dire. Mais j'ai le pouvoir de le dire si l'énergie de fusion me permet de le dire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que dans l'étude de la relation entre l'ajusteur de pensée, entre parenthèses, et l'homme qui est en fusion, nous découvrons, sur le plan matériel de la Terre, une autre dimension de la réalité qui unit l'infinité avec le fini, qui unit l'universel avec le planétaire, pour donner quoi? Le cosmique. Donc, pour que l'homme comprenne les lois de l'universel et qu'il comprenne les lois du planétaire, il doit éventuellement vivre le cosmique, c'est-à-dire qu'il doit être capable de ne pas sentir de division entre l'origine de son intelligence et l'application de son intelligence. Ceci nécessite une fusion, c'est-à-dire un dépassement de tous les mécanismes de l'ego vis-à-vis la mémoire qui entraîne chez l'homme un miroitement qui crée la réflexion, qui crée l'égocentrisme, qui coupe la connaissance, autrement dit, qui coupe le mouvement de l'énergie vers l'homme pour un plus grand savoir, autrement dit, pour une plus grande compréhension des mystères de l'évolution. Alors, si vous me demandez, quand un homme est en fusion, est-ce qu'il est en relation avec un ajusteur de pensée? Je dis oui. Mais si vous me demandez, est-ce qu'il y a plus que ça? Je dis oui. Pourquoi il y a plus que ça? Parce que toutes les formes, l'ajusteur de pensée, c'est une forme. Autrement dit, c'est une forme mentale. Le concept est une forme mentale. Si l'homme pouvait voir dans le plan mental, il verrait que le concept de l'ajusteur de pensée a une certaine couleur, il a une certaine vibration, il a une certaine luminosité. Mais ceci n'explique pas la relation entre cette énergie et l'homme. Et quand l'homme connaîtra, comprendra la relation entre cette énergie et lui, il sera totalement dans la lumière et il sera capable à ce moment-là de ne plus s'occuper de la connaissance. C'est-à-dire qu'il n'aura comme fonction que d'éclairer le monde, que de jeter dans le monde de l'énergie une certaine lumière en employant certaines formes pour que l'évolution de l'esprit se fasse, l'évolution de l'esprit de la race se fasse, pour que d'autres hommes au cours des siècles en arrivent à cette fusion. Alors, le but du concept de l'ajusteur de pensée, c'est de rendre l'homme conscient de la dualité en lui. Une dualité qui est objective, mais qui éventuellement doit être éliminée et éliminée de telle façon à ce qu'il se crée dans l'homme une synthèse, c'est-à-dire une fusion, pour que l'homme cesse d'être planétaire, pour que son esprit cesse de s'interroger simplement en vertu de la source universelle, et pour que l'homme, à cause de cette synthèse, devienne cosmique. Alors, ça, c'était un peu la réponse que j'ai à la question vis-à-vis l'ajusteur de pensée. Tant que les hommes seront obligés de se nourrir d'une forme, d'une belle forme, parce que l'ajusteur de pensée, le concept de l'ajusteur de pensée, c'est une très belle forme, tant que l'homme sera obligé de se nourrir de la forme et ne sera pas capable d'employer l'énergie de la forme pour substituer la forme à la connaissance pure, il sera obligé de demeurer philosophe de la connaissance et il sera obligé automatiquement de nourrir sa mémoire, et en nourrissant sa mémoire, éventuellement, il créera encore en lui de l'astralité, donc il refusera d'une façon inconsciente la fusion. Avez-vous demandé cette fusion? Non.
Non, parce que demander une fusion, ça viendrait de l'ego. L'ego ne peut pas demander de la fusion, puisque la fusion est un phénomène de relation entre l'esprit planétaire et l'esprit universel pour fondre et créer un esprit cosmique. Avez-vous dû promettre de faire quelque chose et d'avoir quelque chose en retour? Non, c'est encore le même phénomène de l'ego. L'ego, lorsque fusion est, l'ego doit non pas disparaître dans le sens psychologique de l'homme. Ce n'est pas que l'homme perd son ego. Moi, je n'ai pas perdu mon ego, mais il y a un ajustement, parce que d'abord, on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'ego. L'ego, c'est un autre mot. Qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego, c'est la relation vibratoire entre l'activité du plan mental supérieur et l'activité du plan astral. C'est ça l'ego. Lorsque l'homme sera dans un plan de mentalité parfaite, c'est-à-dire que lorsque l'homme sera dans son esprit, c'est-à-dire que lorsque son esprit aura été allumé, autrement dit énergisé par cette haute énergie, à ce moment-là, la relation entre le plan mental et le plan astral sera éliminée, donc il n'y aura plus d'ego, c'est-à-dire qu'il n'existera plus dans l'homme de mécanismes planétaires qui feront interférence à l'esprit, donc le jaune d'œuf sera sorti de l'œuf et l'homme sera jaune au lieu d'être blanc. L'évolution d'une personne, est-ce son degré de sainteté? Non, le degré de sainteté, c'est un degré d'infériorité dans l'intelligence cosmique. La sainteté, c'est une façon aux êtres qui sont dans les hauts plans de l'astral et dont la fonction est de servir l'humanité et d'amener à l'humanité beaucoup de spiritualité pour supporter moralement l'homme sur le plan émotionnel et sur le plan intellectuel. Lorsque les hommes seront dans l'intelligence, lorsque l'esprit de l'homme sera en fusion, lorsque l'homme sera en dehors de l'œuf, la sainteté n'existera plus. Parce qu'à ce moment-là, l'homme n'aura plus besoin de preuves pour être, il sera dans son intelligence. Qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est une façon aux êtres spirituels qui sont sur les autres plans d'aider l'homme dans son évolution pour le supporter émotivement parce que la vie sur le plan matériel, elle est difficile pour lui. Et lorsqu'il y a preuve de sainteté, à ce moment-là, l'homme peut, à cause du fait qu'il est incapable naturellement de voir dans l'invisible, il peut avoir une preuve des pouvoirs de l'invisible sur la matière. Ça le soulage, ça le rend spirituel, ça lui permet de supporter la vie, ça l'encourage, et ainsi de suite, mais ça le garde éperdument dans l'ignorance. Aime Dieu et ton prochain. Est-ce vraiment le bon moyen de parvenir à des hauts degrés d'évolution? Non. Aime Dieu et ton prochain, ça te permet de devenir un saint, mais ça ne te rend pas intelligent. C'est toujours le jeu de la forme. Nous employons des formes et nous jouons avec les formes. Nous formons une philosophie de la forme, une spiritualité de la forme, une théologie de la forme. Donc, nous sommes toujours dominés par la forme. Donc, nous n'avons jamais accès à notre esprit qui est libre de la forme. Et l'esprit veut se libérer de la forme, donc l'esprit doit se libérer de l'astral parce que c'est dans l'astral qu'existe la forme. C'est la mutation, c'est l'initiation solaire. Et c'est le grand choc qui vient avec. Ici, dans la question, on fait un rapprochement entre la main droite, la main gauche, le côté droit, le côté gauche, et l'énergie positive et l'énergie négative. Y a-t-il un rapprochement à faire dans la dualité tout le temps? Le rapprochement entre la main droite et la main gauche, c'est un rapprochement qu'on est obligé de faire parce qu'on ne peut pas penser en termes de quelque chose qui n'est pas droit ou gauche. On n'est pas capable de s'imaginer l'absence de polarité. On n'est pas capable de s'imaginer seulement le droit. Il faut qu'on mette un gauche. Ça nous débalance sur le plan astral. Ou si tu parles du droit, il faut que tu parles du gauche. Regardez quand les gens s'embrassent en France. On se donne une bise sur la joue gauche et il faut absolument le faire sur la droite. Sans ça, ça débalance, ça déséquilibre le corps astral. Ça va jusque dans la baise. Une question qui doit... Faites-en l'expérience. Un jour, si ça fait partie de vos habitudes sociales et que vous approchez une demoiselle, donnez-lui une baise sur la gauche et elle va en demander une sur la droite. Le corps astral doit se rebalancer. C'est un phénomène d'énergie. Puis dans le milieu, ça règle tous les problèmes? C'est pour ça que c'est justement pourquoi le baiser sur la bouche est beaucoup plus synthétique et puissant que sur les deux joues. Parce que ça résout le problème. La question numéro 1, qui remonte à il y a 6 ans, c'était encore la même question. Pouvez-vous vous identifier, Bernard? C'est-à-dire... Regardez les Esquimaux. Les Esquimaux s'embrassent sur le nez. C'est beaucoup trop impersonnel.
Lorsqu'ils vont entrer dans la civilisation, ou plus ils vont entrer dans la civilisation, plus le baiser va descendre. Et si vous tombez au niveau animal, ça va direct au but. T'sais. Grande question, quelles sont les lois cosmiques, les lois de l'énergie et comment les observer? C'est une perte de temps, s'occuper de choses comme ça. C'est une perte de temps parce que c'est une perte de temps. Ça fait partie de la philosophie, c'est une recherche, ça fait partie de la curiosité de l'intellect. Lorsque l'homme entre dans son esprit, il doit perdre la curiosité de l'intellect. Alors, quelles sont les lois cosmiques? Il y en a une myriade de lois cosmiques. C'est pas parce qu'on va expliquer les lois cosmiques qu'on va devenir cosmique. On va devenir plutôt philosophe. On parlait des baisers, là, j'ai une question ici. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour libre? L'amour libre? Qu'est-ce que je pense de ceci? C'est quelque chose à essayer, mais ce n'est pas quelque chose à suggérer. L'amour libre, encore, c'est une forme. Quand l'homme sera conscientisé, quand l'homme sera conscient, l'amour sera libre. L'amour aujourd'hui n'est pas libre, c'est pour ça qu'on parle d'amour libre. Lorsque l'homme sera conscient, son amour sera libre. L'amour libre, c'est beaucoup plus une recherche astrale chez l'individu pour se sécuriser émotivement, pour se donner une allure de liberté qui, dans le fond, n'est pas réelle. C'est une sorte de béquille, c'est une mode. C'est une façon de s'exprimer un petit peu en dehors des cadres de la société. Ça fait partie d'une certaine évolution sociale. Mais il y a toujours le problème qui en suit, les enfants, la rupture d'une famille, ainsi de suite. L'amour libre, c'est une question que vous devriez demander à des psychologues ou des gens qui s'intéressent à ces choses-là, beaucoup plus qu'à moi. Une question qui demandait ici, quel est le véritable rôle et le destin de la femme? Le rôle et le destin de la femme? Le rôle est bon, on va prendre les deux parce que ce sont deux mots. Alors, le rôle de la femme dans la nouvelle évolution sera égal à celui de l'homme, parce que le karma de la femme doit être totalement réétabli. L'homme a dominé la femme pendant l'évolution parce que c'était normal, il y avait des facteurs physiques, il y avait des facteurs sociaux, ainsi de suite. La femme a subi, au niveau de son esprit incarné, a subi une expérience très, très difficile dans le passé. Aujourd'hui, ça commence à s'équilibrer. Et comme la race humaine va de plus en plus vers l'intelligence, éventuellement, la femme sera capable, lorsqu'elle se conscientisera, qu'elle perdra un peu de son émotivité subjective, lorsque son mental se développera, elle pourra vivre et fonctionner sur le plan matériel comme l'homme, mais toujours en relation avec ses facultés à elle. Donc, la femme doit devenir, dans son rôle social, libre, et elle le deviendra. Et il y a aujourd'hui des ébauches dans le monde de ce mouvement-là, mais c'est quand la femme sera consciente qu'elle verra qu'elle est totalement égale en esprit à l'homme, et l'homme pourra la voir d'une même façon. Dans l'autre contexte, dans le contexte de la destinée, le support vibratoire de la nouvelle civilisation, de la nouvelle race, sera sur les épaules de la femme. C'est par la femme que la lumière viendra dans le monde. Bon, maintenant, sur la vie, le suicide peut-il être, dans certaines conditions, un processus d'accélération de l'évolution? PS, la vérité n'a pas à être apaisante. D'abord, je vous ai déjà dit que l'homme ne se suicide pas, il est toujours amené au suicide, il est invité au suicide par des intelligences dans le bas astral. Donc, un homme qui se suicide, il retarde son évolution. S'il se suicide, c'est parce qu'il n'a pas les corps subtils suffisamment développés pour supporter le choc de la vie. Donc, ça retarde son évolution, mais ça ne va pas en empêcher qu'il va évoluer quand même. Mais c'est un retard dans l'évolution parce qu'il y a beaucoup d'expériences au cours de la vie qui auraient pu servir à transmuter ses corps. Et à ce moment-là, comme ces corps ne sont pas suffisamment développés parce que l'esprit n'a pas l'expérience pour construire des corps subtils avant l'incarnation, il est obligé de retourner de l'autre côté parce qu'il est faible, parce qu'il est dominé, parce qu'il est épuisé en esprit. Dans votre PS, qu'est-ce que c'était le PS? C'était la vérité n'a pas besoin d'être apaisante nécessairement. La vérité, d'abord, la vérité, ça n'existe pas. Le choc de la vérité existe et le choc de la vérité est toujours terrible à prendre. La vérité, ça n'existe pas parce que la vérité, c'est une confrontation entre l'intelligence et l'astral. Et la vérité existe dans l'astral parce que c'est dans l'astral qu'existe la dualité de l'intelligence. Autrement dit, dans l'astral existe le mauvais et le bien, le bon
le bon et le pas bon. Tandis que lorsque l'homme est dans l'intelligence, le mauvais et le mal n'existent pas. C'est simplement une condition cosmique de l'évolution des races, de l'évolution des énergies des races. Et lorsque l'homme est dans la synthèse, dans la fusion, à ce moment-là, il se sert d'une énergie ou d'une autre pour créer une synthèse. Donc, émotivement et intellectuellement, il n'est pas pris dans la vérité parce qu'il ne peut pas penser. La vérité existe parce que l'homme pense. Lorsque l'homme aura cessé de penser, il n'y aura plus de vérité. Il y aura simplement de l'intelligence. Autrement dit, ce qui est au-dessus de la vérité, c'est l'intelligence. Ce qui peut expliquer la vérité dans tous ses aspects, dans toutes ses dimensionnalités, dans tous ses reflets, c'est l'intelligence. La vérité n'a pas de pouvoir sur l'intelligence, mais l'intelligence a un pouvoir total sur la vérité, c'est-à-dire qu'elle peut faire éclater la vérité selon le temps historique de sa manifestation dans le monde. Donc, la vérité il y a 2000 ans, la vérité il y a 10 000 ans, la vérité il y a 100 ans, la vérité dans 200 ans, elle changera constamment pour s'adapter aux conditions psychologiques de l'humanité. Quel est le but de notre passage sur la Terre? Le but de notre passage sur la Terre, c'est d'en arriver éventuellement à être totalement libre de la matière et de créer avec l'énergie indifférenciée, en relation avec les forces qui sont universelles, qu'on appelle les ajusteurs de pensée, fusionner avec eux pour créer des univers et des conditions de civilisation qui sont totalement autres que celles que nous connaissons. Et croyez-vous qu'un jour nous irons au ciel? Le ciel, non. L'homme ne doit pas aller au ciel. C'est très mauvais d'aller au ciel. L'homme doit aller au paradis. Le paradis et le ciel, c'est pas pareil. Le ciel, c'est astral, le paradis, c'est éthérique. Si l'homme va au ciel, il est fichu. Il est damné. Si l'homme est au ciel, il est foutu. Il doit revenir dans la matière. Il doit se réincarner. S'il va dans ce que vous appelez les enfers, c'est encore plus foutu parce que le taux vibratoire est encore plus bas, c'est plus long. Mais s'il va au paradis, il est déjà élu. Il n'y a pas d'élu dans le ciel. Il y a des rescarpés. Croyez-vous aux démons et aux péchés? On a déjà parlé de ça. Oui, effectivement, là, il y a une espèce de recul dans les questions par rapport au degré d'évolution. On était rendu dans les conférences. Maintenant, il y a une chose que je remarque dans vos réponses. Vous Ça ne dites, fait rien en parler, je peux en parler. c'est ça, vous dites, comme vous disiez il y a 5 ans, 6 ans, qu'on peut retrouver dans les premières cassettes, mais il faut, maintenant, c'est plus concis. il faut que le public avance avec moi. Je ne peux pas retourner il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Je dois avancer. Parce que plus je parle, plus je parle. Et plus je parle, plus j'apprends, plus le monde apprend. Parce que tous, on apprend. Moi, quand je parle, j'apprends comme l'audience apprend. Alors, nous devons avancer dans le temps et nous devons construire des questions qui sont de plus en plus osées, c'est-à-dire des questions qui sont de plus en plus du domaine de l'esprit et moins dans le domaine de la mémoire. Comment être intelligemment émotif quand on est déjà fait plein d'émotivité? On devient intelligemment émotif quand on perd la faiblesse de l'émotion. L'émotivité, c'est la force dans l'homme qui le coupe le plus de son intelligence, parce que c'est cette force, cette énergie qui nourrit son astral, qui nourrit sa mémoire, qui nourrit ses habitudes, qui le frontalise, qui l'empêche de sentir et de toucher à cette partie de lui-même qui est infinie, qui est son esprit. Mais l'homme doit être petit à petit amené à toucher de son esprit, parce que dans le domaine de l'esprit, il y a le domaine de l'énergie, il y a le domaine de demeurons seulement au niveau de l'énergie. Alors, dans le domaine de l'esprit, il y a le domaine de l'énergie. Et lorsque l'homme commence à recevoir cette énergie sur le plan inférieur de son astral, de ses émotions, de son intellect, c'est très difficile. Alors, l'homme doit être très fort en esprit et il faut qu'il apprenne les lois de la psychologie humaine. Il y a des lois à la psychologie de l'esprit, parce que la psychologie de l'esprit, c'est une loi, c'est une science mentale. Alors, lorsque l'homme apprend ces lois, que ces lois sont expliquées dans le monde par une instruction quelconque, éventuellement, il en arrive à être capable de comprendre les mécanismes de son esprit, c'est-à-dire de son intelligence, mais il est obligé constamment de combattre le pouvoir de son astral sur lui, c'est-à-dire le pouvoir de son émotion sur son intelligence. C'est toujours l'émotion qui retardera l'humanité, c'est l'émotion qui a retardé l'humanité, c'est l'émotion qui a créé de grands émois dans l'humanité, c'est l'émotion qui a permis à l'homme de créer de très, très belles choses. Alors l'émotion, elle est polarisée, mais l'émotion empêche l'homme d'être dans l'intelligence de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle empêche l'homme de se réaliser en tant qu'être créatif, identique à la source qui le nourrit.
Et c'est pourquoi l'homme vit sur le plan matériel d'une personnalité, d'un tempérament, d'un caractère, qui n'est pas capable de s'assujettir, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'assujettir ce qu'il est à la personnalité. Donc, c'est toujours la personnalité qui domine, c'est toujours l'émotion qui nourrit la personnalité, c'est toujours l'intellect qui essaie de donner à la personnalité une certaine orientation, et l'homme demeure toujours dans l'évolution, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de sortir de l'œuf, il n'est pas capable de sortir des forces de l'âme sur lui, donc il n'est pas capable d'absolument nourrir le monde, comme il n'est pas capable absolument d'être nourri par son esprit. Je pense donc je suis. Est-ce que être, c'est rien si vous dites qu'il ne faut pas penser? Non, je pense donc je suis, c'est une aberration philosophique de Descartes qu'on a écrit ou qu'on a écrit sur les bronzes, qu'on a écrit sur les cuivres, qu'on a voulu rendre éternel. Je pense donc je suis, c'est une façon de parler qui convient à l'homme du 16e siècle, l'homme qui devient cartésien, scientifique, intellectuel. C'est un manifesto temporaire, historique de l'homme. Demain, au 21e siècle, 22e siècle, l'homme ne pourra pas dire « je pense, donc je suis » parce qu'il ne pourra pas penser. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Philosophiquement, rien. Il pourra projeter sa pensée et créer quelque chose. Alors, je pense, donc je suis, c'est simplement une attitude philosophique. Ça a servi à faire couler beaucoup d'encre et ça a servi beaucoup aux professeurs d'université. Quand on dit « je pense, donc je suis », bon, on a un certain niveau d'éducation, tout ça. En parlant de niveau d'éducation, on va voir maintenant un groupe de questions en rapport avec des connaissances du passé ou même d'aujourd'hui. Pourriez-vous nous définir ce qu'est la glande pinéale et quand vous avez parlé de la pituitaire aussi, quelles sont les relations entre les glandes pinéales? Allez voir un type qui se spécialise dans l'acupuncture, il va vous expliquer ça. Il y a beaucoup d'informations dans le monde sur ces choses. Vous n'avez pas à passer par moi. Il y a énormément de personnes qui sont très à jour sur ces choses. Ne perdez pas votre temps à me demander des questions qui sont du passé. Demandez-moi des questions qui sont de demain. Ce qui est du passé est déjà écrit, déjà su. Ce qui est de demain n'est pas compris encore, alors nous devons l'expliquer dans le public. Mais si j'en ramène une quand même, c'est... Étant donné que Melchisédek est parti avec Dieu qui visitait la terre à cette époque-là, connaissez-vous l'ordre des Melchisédek, l'ordre des Manichéens, excusez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous les connaissez, puis qu'est-ce que vous voulez que je parle de l'ordre des Melchisédek ou des Manichéens? Oui, parlons de l'ordre des Melchisédek. L'ordre des Melchisédek, c'est un ordre d'esprit qui sert sur les plans invisibles. Ce sont des êtres qui ont tellement d'expérience qu'ils sont capables de descendre sur les planètes sans passer par l'expérience. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui ont déjà dépassé les stages de l'évolution dans leur monde. Ils n'ont plus sur une planète à copier la mémoire karmique de l'humanité. Alors, s'ils viennent sur une planète, ils sont dans le savoir, c'est-à-dire qu'ils sont capables instantanément, à cause de leur rapport au niveau esprit, avec le siège de leur provenance, leur département, ils sont capables de comprendre et de savoir instantanément par vibration la substance même de tout ce qu'ils doivent comprendre. Ce sont des ingénieurs de l'esprit. Ce sont des êtres qui, sur les plans invisibles, construisent. Ce sont des êtres qui régissent, ce sont des êtres qui ont un certain territoire d'affection qui est en dessous des grandes intelligences universelles, mais avec lesquelles ils sont constamment en rapport. Les Melchisédek sont probablement les êtres qui ont la plus grande influence évolutive sur les planètes en évolution, parce qu'ils ont encore la capacité, à cause de leur vibration, de descendre dans la matière et d'aimer la matière. Tandis que d'autres êtres, d'autres luminosités qui sont sur d'autres plans, n'ont plus la capacité d'aimer la matière et de descendre dans la matière parce qu'ils ont été amenés dans le cosmos avant la période saturnienne.
leur évolution est tellement loin dans le passé et leur confrontation avec la matière est tellement minime qu'ils sont obligés de passer par d'autres. Ce sont les ajusteurs de pensée. Ils ne peuvent pas descendre dans la matière. Alors, il y a des êtres dans cette hiérarchie qui peuvent descendre dans la matière et les Melchisédek en sont de ces êtres-là. Est-ce qu'ils peuvent venir ici se manifester physiquement, entrer en relation avec des humains? Oui, d'ailleurs, sur notre planète aujourd'hui, il doit se présenter dans le monde, éventuellement dans l'œil du public, dans la conscience de la planète, il doit se présenter un Melchisédek. Et lorsque ce Melchisédek se présentera dans le monde, ce sera connu dans le monde par sortir de l'éther et d'intégrer et de coordonner les activités des deux plans. Est-ce qu'il y aurait déjà un gouvernement installé sur la planète qui l'attend et qui se prépare à sa venue? Le gouvernement invisible, je ne peux pas parler. Ça passe pas. Peut-être que dans une autre conférence, je le ferai, mais là, je ne peux pas le passer. Ce n'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Connaissez-vous l'ordre des manichéens? Qu'est-ce que vous voulez savoir de cet ordre? Même chose un peu que sur l'ordre des Melchisédek. Les manichéens sont des êtres qui ont pour but de contrôler l'effluve des planètes. Prenons par exemple la planète Saturne. La planète Saturne, présentement, est dans un nouveau cycle d'oscillation. Et si elle oscille trop, elle crée dans l'éther de notre système solaire, elle crée des traces. Et les traces qu'elle crée peuvent être suffisantes pour empêcher des intelligences venant d'autres planètes de pouvoir mirer notre système, de pouvoir se fixer sur notre système solaire. Et vous remarquerez quelque chose, lorsqu'il y a beaucoup d'interventions dans notre système ou autour de la planète Terre, ce que vous appelez des extraterrestres ou des êtres qui viennent d'ailleurs, il y a toujours une diminution de l'activité saturnienne. Un astronome qui regarderait l'activité saturnienne, son oscillation, et qui pourrait ou qui s'intéresserait au phénomène OVNI, ce que je doute, parce qu'il n'y en a pas tellement qui s'intéressent à ce phénomène-là, dans une coordination d'activités astronomiques, verrait qu'il y a une relation directe entre ces deux activités-là. Alors, l'ordre des manichéens, dans leur secret, c'est-à-dire dans leur contemplation affective de l'organisation vibratoire de notre système solaire, ont la fonction de gérer les globes. Ils maintiennent les globes en harmonie suffisante pour qu'il n'y ait pas trop d'effluves, qu'il n'y ait pas trop de forces telluriques qui émanent de ces planètes, pour qu'il n'y ait pas trop de confusion dans les systèmes de téléportation éthérique de ces intelligences. Mais n'oubliez pas, lorsque nous parlons des ordres, il y a des hommes sur le plan matériel. Il y a des gens des fois qui disent, bon, mais il y a sur la Terre un ordre de Melchisédek ou il y a un ordre de manichéen. Il y a des philosophies où il y a des temples, il y a des écoles c'est pas ceci que je parle. Lorsque je parle de l'ordre des Melchisédek, je ne parle pas d'un ordre qui est sur la terre, parce que l'ordre des Melchisédek qui est sur la terre, c'est simplement une philosophie, c'est un temple, comme l'ordre des manichéens. Lorsque je parle des ordres de ces êtres, ce sont des ordres qui sont sur les plans parallèles, qui sont dans l'invisible, qui viennent de d'autres départements et qui ont des activités vibratoires, intelligentes, sur une planète quelconque ou en relation avec un système quelconque, ou qui peuvent être directement en relation avec l'homme. Je ne sais pas si c'est vous qui en avez parlé, mais ici une question. Les 27 dimensions de l'intelligence, vous pouvez en parler? Les 27 dimensions d'intelligence. On peut en donner quelques-unes, mais 27... L'intelligence dans le sens que je le parle, non pas l'intellect, OK? Alors, l'intelligence, c'est parfait, c'est absolu. Ça ne se comprend pas. Ça étudie tout.
ça peut tout étudier, ça peut tout comprendre, ça oublie tout, ça n'a pas de mémoire, c'est instantané, c'est continu. Ça, c'est 10 points. C'est permanent une fois que c'est établi chez l'homme. Ça grandit parce que ça devient plus puissant, c'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie. Donc, l'intelligence, dans le cycle qui vient, deviendra la clé de l'évolution, et non plus l'amour. Lorsque l'homme aura compris, lorsque l'homme sera dans l'intelligence, c'est à partir de ce moment-là qu'il saura ce que c'est que l'amour. Parce que pour comprendre quoi que ce soit, au niveau des principes de la Trinité, l'amour, la volonté, il faut être d'abord intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. Tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que c'est de la volonté. Si l'homme est intelligent, il peut comprendre qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce que c'est la volonté. Donc, dans le cycle qui vient, qui est le cycle de l'intelligence, l'homme pourra comprendre de l'amour, il pourra comprendre de la volonté. Donc, l'homme commencera à être triunitaire lentement, autrement dit, il ira petit à petit vers une conscience temporelle et une conscience extratemporelle parfaite, qui se perfectionnera et qui mènera éventuellement à l'immortalité. Ensuite, l'intelligence est une caractéristique parfaite de la nature même de l'énergie, et dans l'intelligence, il n'y a aucune connaissance. Autrement dit, l'intelligence est une énergie qui crée. Ce n'est pas une énergie qui se sert de la forme pour la manipuler ou pour la garder ou pour la maintenir en vie pendant longtemps. L'intelligence détruit toujours la forme, c'est pourquoi l'intelligence détruira la mémoire de l'humanité, c'est pourquoi l'homme entrera dans son esprit. Ensuite, l'intelligence, c'est pourvu de deux aspects. L'intelligence n'appartient à aucun être et elle est dans tous les hommes. Quand je dis qu'elle n'appartient à aucun être, c'est que l'ego ne peut pas l'avoir. Quand je dis qu'elle est dans tous les hommes, c'est qu'elle est canalisée, cette énergie, par son esprit, et elle se manifeste lorsque l'esprit devient libre de l'astralité. Ensuite, l'intelligence, sur un plan cosmique, elle peut être manifestée par des êtres qui viennent dans la matière pour donner à une planète quelconque une impulsion. Donc, à ce moment-là, ces êtres deviennent des aspects manifestés, personnalisés de l'intelligence, c'est-à-dire qu'ils sont dans la vibration de cette énergie, donc ils sont intelligents. Et s'ils sont intelligents, ils n'ont pas à comprendre leur intelligence, et comme ils n'ont pas à comprendre leur intelligence, ils n'ont pas à s'occuper de leur intelligence, donc ils n'ont pas à perdre d'énergie avec leur intelligence, c'est pourquoi ils ne sont pas intéressés à leur intelligence, c'est pourquoi, dans le début de cette expérience, ils peuvent souffrir de leur intelligence parce qu'elle est trop présente en eux. Ensuite, vient la période dans le mouvement de l'intelligence, dans l'expérience de l'intelligence, où l'homme doit découvrir que l'intelligence, ce n'est pas quelque chose dont il a de besoin constamment. De l'intelligence, c'est une vibration qui lui permet de bien coordonner les activités mentales, émotives, physiques et éthériques de son corps. Donc, l'intelligence a une fonction, c'est de coordonner l'énergie organisée en corpularité, autrement dit, en mentalité, en astralité, en vitalité et en physicalité. C'est le but de l'intelligence dans les êtres biologiquement complexes. Sur le plan de l'esprit dans l'éther, l'intelligence a une autre fonction. Un homme qui est en dehors de son corps matériel n'a pas besoin d'intelligence. Il est simplement dans l'énergie de la vibration. Comme il est dans l'énergie de la vibration, il est automatiquement dans l'intelligence, automatiquement il est créatif, automatiquement il fait partie de cette énergie et automatiquement il peut se servir de cette énergie à volonté parce qu'il est fait d'elle. Donc, lorsque l'homme aura un corps morantiel, qu'il sera dans les terres, qu'il aura accès à l'invisibilité de son être, lorsqu'il aura accès à son esprit, lorsqu'il comprendra qu'est-ce que c'est de l'esprit, il saura qu'est-ce que c'est de l'intelligence, et à ce moment-là, il pourra la manipuler. Et en manipulant l'intelligence, l'homme sera capable de manipuler tous les plans de la création. Donc, il sera maître de l'énergie, mais il ne sera jamais parfaitement et absolument et infiniment intelligent à la fois dans le même temps. Ensuite, lorsque l'homme aura dépassé la 6e race, la 7e race, qu'il entrera dans l'évolution jupitérienne, où il aura perdu la faculté de reconnaître qui il est, il entrera dans une confrérie qui existe sur ces plans, une confrérie qui est collective, qui est sociale, mais à un très très haut niveau, et c'est à partir de ce moment-là que l'homme deviendra
réorganisé dans sa matière astrale et mentale, et l'homme deviendra ce que nous pouvons appeler aujourd'hui sur la Terre, dans une diminution de concept, un cerveau électronique. Autrement dit, l'homme sera tellement avancé dans l'intelligence, l'homme sera capable de tellement organiser et de manipuler cette énergie. Autrement dit, l'homme sera capable de vibrer à cette énergie avec une si haute perfection qu'il pourra instantanément coordonner dans un secteur quelconque de la galaxie les activités scientifiques des êtres qui auront été fusionnés et qui travailleront à la construction de mondes parallèles. Et ensuite, une 20e, pour arrêter ici, là, parce qu'on peut continuer, mais une 20e définition de l'intelligence, c'est que l'intelligence, c'est la partie la plus parfaite de l'esprit, et la partie la plus parfaite de l'esprit ne peut être réalisée que lorsque la volonté est totale, et la volonté ne peut être comprise que lorsque l'intelligence est parfaitement harmonisée à l'amour de l'homme. Alors, l'amour de l'homme, pour que l'intelligence comprenne et s'harmonise à l'amour de l'homme, il faut que l'homme soit capable de comprendre la relation entre son amour et les hommes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit suffisamment intelligent pour ne pas être piégé par leurs sentiments, afin de libérer l'énergie de la volonté qui lui permettra éventuellement de comprendre la relation entre la volonté et l'amour, la volonté et l'intelligence qui devient amour. Et c'est à ce moment-là, lorsque l'homme sera dans l'amour cosmique, qu'il comprendra l'amour cosmique, il saura que l'amour, ce n'est pas un principe, que l'amour ne fait pas partie de la Trinité que nous avons connue, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que l'amour, c'est un pôle qui passe directement à travers les cosmos et qui forme ce que nous appelons les trous noirs. Autrement dit, un trou noir, c'est de l'amour. Et lorsque l'homme sera arrivé à ces niveaux d'évolution, à ces niveaux de science, à ces niveaux de mentation, à ces niveaux de compréhension de l'infinité et du rapport infini entre l'amour, la volonté et l'intelligence, il pourra passer à travers ces trous noirs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il pourra comprendre les lois de l'antimatière. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commencera à construire des civilisations qui sont antimatérielles. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commencera à réaliser qu'est-ce que c'est Dieu. Parce que pour réaliser qu'est-ce que c'est Dieu, il faut avoir compris la relation entre l'amour, la volonté et l'intelligence, parce que si l'homme n'est pas triunitaire, il n'est pas capable de différencier l'absolu du particulier. Et lorsque l'homme commence à comprendre la relation entre l'absolu et le particulier, il disparaît complètement en tant qu'homme, il disparaît complètement en tant que personnalité, il disparaît complètement en tant qu'ego, et il n'y a en lui que de l'énergie qui passe. Et cette énergie qui passe est la souvenance dans toute la condition essentielle de l'intelligence, de la volonté, de l'amour, de ce que nous appelons Dieu. Autrement dit, l'homme commencera à comprendre un peu ce que veut dire Dieu, et en passant à travers ce trou, il entrera dans une autre dimensionnalité de l'espace et du temps, il se dirigera lentement vers le centre absolu de l'univers qui est le paradis, le centre paradisiaque, l'île absolue du paradis. Ainsi de suite. C'est un peu l'intelligence. Bernard, justement, une réflexion personnelle que j'ai eue ces derniers temps, c'est que l'amour est une des rares énergies qui n'est pas polarisée. Il ne peut pas y avoir du bon amour et du mauvais amour. Très juste. Très juste. Et ça, c'est très intéressant. L'amour n'étant pas polarisé, autrement dit, l'homme ne comprenant pas la différence entre le bon amour et le mauvais amour, perd son intelligence. Autrement dit, l'amour sur la Terre aujourd'hui, il est dangereux. Non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il n'est pas intelligent. Lorsque l'amour sera intelligent, à ce moment-là, l'homme comprendra la polarité de l'amour. À ce moment-là, l'homme éliminera de l'amour les sentiments de l'amour et il gardera de l'amour l'intelligence de l'amour. En ayant l'intelligence de l'amour, il ne pourra plus aimer comme il aimera comme le surhomme. Autrement dit, il aimera comme l'homme cosmique qui ne sera plus affecté par les conditions planétaires de son sentiment. Il sera universel et son évolution continuera. On remarque que quelqu'un qui utilise déjà l'énergie de l'amour peut aimer un alcoolique, même si c'est mal l'alcoolisme. L'amour fait faire des choses. Mais l'amour, sur le plan de l'évolution présente, au cours de l'évolution, c'est très bien qu'il y ait de l'amour. Heureusement qu'il y a de l'amour, un peu d'amour sur la Terre dans certains individus, parce que l'amour est quand même une énergie qui est positive, qui est créative, seulement que ce qui manque à l'amour chez les hommes, c'est l'intelligence. Et autrement dit, il y a simplement le sentiment dans l'amour de l'homme. Demain, il y aura l'intelligence dans l'amour de l'homme. À ce moment-là, il n'y aura plus de sentiment parce que l'intelligence déplace le sentiment. Et à ce moment-là, l'homme commencera à comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. Et l'amour ne retardera plus l'évolution de l'intelligence sur la Terre. Autrement dit, l'homme ne pourra plus parler de mourir d'aimer. Avez-vous encore assez d'énergie pour nous parler des 48 énergies?
Non, c'est une perte d'énergie. Donc, parler, c'est une des énergies dans les 48. Quelle est votre opinion sur la cosmogonie d'Urantia? C'est un très grand livre qui doit être très bien expliqué. Et c'est un très grand livre qui sera très bien expliqué. Et c'est un très grand livre qui éventuellement sera totalement démoli afin d'être mieux expliqué. Autrement dit, une forme doit être détruite pour qu'il y ait une autre construction. Mais pour le moment, dans le temps où nous sommes les hommes, c'est un très grand livre. D'ailleurs, c'est un des grands livres de la Terre, la cosmogonie d'Urantia. Il y en a qui le comparent aux grands textes sacrés comme la Bible, la Bhagavad Gita ou les autres. Oui, c'est un grand texte sacré. Tout ce qui est dans le passé est sacré. C'est encore un manque d'intelligence. C'est de l'émotivité dans la forme. C'est un grand texte. Bahavi, ou les fils du soleil, vous connaissez? Allez, on va essayer de connaître. C'est parce que c'est très complexe là, comme question. Je vous la lis au complet. Vous dites fusionner avec les intelligences. De quelle galaxie ou de quelle planète? Bahavi, ou les fils du soleil y vivent, est 30 fois plus petite que le soleil et la gravité autour de Proxima en 311 jours. Elle est aussi lumineuse que le soleil. Dans vos cassettes, vous avez parlé des Yétis. Y a-t-il une relation avec eux? Reviendront-ils sur la Terre après un cataclysme? La race jaune a une centrale secrète sous le désert de Gobi, on ne dira Écoutez, je vais vous dire une chose. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je prends des questions de la salle, parce que j'avais arrêté ça pour quelque temps. Pour moi, c'est une perte d'énergie. Je vais continuer à parler jusqu'à la fin de la conférence. Il y a quelque chose que j'aimerais expliquer. Je comprends et j'admire les gens qui recherchent, qui essaient de comprendre des choses. C'est normal, c'est grand, ça fait partie de la recherche de l'homme. Mais l'homme, lorsque la fusion commencera, apprendra une chose à son émoi, c'est qu'il apprendra que tous les efforts intellectuels, tous les efforts de curiosité intellectuelle seront petit à petit amenuisés. Ce que l'homme de la cinquième race ne réalise pas, c'est que l'évolution future vers laquelle il tend au niveau de son corps de désir se fait selon des lois qui sont totalement opposées à la conscience de l'homme du XXe siècle. Les gens qui ont cette soif très grande de la connaissance, de la recherche, doivent apprendre à relaxer cette soif, à relaxer le développement de cette mémoire. Il y a dans l'homme beaucoup plus d'informations et de connaissances qu'il peut s'imaginer. Et ce qui est le plus frappant, c'est que si l'homme apprend à entrer en contact avec sa propre intelligence, il découvre des choses qui sont aujourd'hui, sur le plan matériel, inédites. L'homme ne doit pas s'assujettir à des données qui ont déjà été établies. L'homme doit se servir de son intelligence pour approfondir la relation entre son esprit et l'énergie de l'intelligence. Sinon, ces efforts qui sont merveilleux, qui sont grands, retardent l'évolution de l'homme. C'est ça que les peuples, que les individus, surtout dans le monde occidental, ne saisissent pas. Ils ne réalisent pas que si l'homme, l'individu va vers la fusion, s'il va vers cette nouvelle race qui est une race mentale,
la salive, l'énergie qu'il perd à se casser la tête est une énergie qui pourrait servir à autre chose. Au lieu de me demander ces questions, pourquoi vous ne vous les demandez pas à vous-même? Il y aura probablement, peut-être, une déformation dans la réponse, mais au moins vous apprendrez à reconnaître en vous de l'intelligence, et avec le temps, cette intelligence s'ajustera, elle s'ajustera comme un peu l'onde sur un radio, et avec le temps, vous prendrez conscience de quelque chose en vous qui est intelligent, et vous cesserez de vous servir de votre mémoire et de votre curiosité et d'assujettir votre personne à des conditions qui ne font pas partie de la nouvelle évolution. Moi, j'aime bien répondre à des questions, mais il vient un moment dans le temps où je dois avancer, je dois y reléguer ces réponses à d'autres personnes. Il y a des gens dans le monde qui sont très bien outillés pour répondre à ces questions. Mais je dois affirmer que demain, et ceux qui me connaissent et ceux qui ont des relations avec moi sur le plan des séminaires que je donne, savent très bien qu'à l'intérieur d'un certain nombre d'années, ils perdent la faculté qu'ils ont toujours conçue auparavant comme étant louable. Ils la perdent, cette faculté. Et cette faculté fait partie, ou la perte de cette faculté fait partie de la mutation qui commence, et ce n'est pas facile. Alors, je ne peux pas conseiller les gens, mais je peux dire que les gens qui sont assoiffés de connaissances ésotériques, qu'ils apprennent à aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour avoir réponse à ces questions. Et si le canal est suffisamment ouvert, vous reconnaîtrez quelque chose d'assez particulier. C'est que l'intelligence vous répondra une chose très souvent. On vous dira, c'est pas important. Et quand vous aurez compris que ce n'est pas important, quand vous l'aurez bien compris, que votre ego ne se battra pas contre cette information, c'est à partir de ce moment-là que vous commencerez à entrer dans votre intelligence et que vous commencerez à comprendre et que vous commencerez à voir des choses, non pas de la façon dont vous les avez vues, mais d'un autre œil. Et à ce moment-là, vous aurez l'esprit relax. Un type qui vit et qui se demande des questions comme ça jour et nuit, je me demande comment il peut travailler au bureau. Parce que ça devient une congestion. Et chez certaines personnes, ça devient une maladie. Je ne dis pas que les gens qui amènent ces questions à la table sont de cette catégorie, mais je dis que les gens, surtout ceux qui ont aujourd'hui l'intérêt à la cosmogonie du Ranchia, je connais des gens qui s'intéressent à la cosmogonie et qui expliquent en public à la télévision la cosmogonie, et ainsi de suite. C'est très bien, mais ils ont compris, ces gens, de ne pas se prendre dans la forme, mais d'expliquer la forme. Et le problème avec les questions que les gens demandent, c'est que les gens se prennent dans la forme au lieu d'expliquer la forme. Et si on explique la forme, on n'est pas prisonnier d'elle, donc on peut canaliser de l'information, et à ce moment-là, ça sert pour ceux avec qui nous parlons, mais ça ne sert pas à l'homme. Je sais que c'est difficile, je sais que quand j'étais avec M. Glenn au début des conférences, je disais souvent « il n'y a rien à comprendre », et j'avais des gens qui disaient « qu'est-ce que c'est cette connerie qui n'a rien à comprendre ?» Mais je sais aujourd'hui, après 2-3 ans, qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous et dans le public qui comprennent ce que je veux dire, qu'il n'y a rien à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre, mais pour en arriver à comprendre, autrement dit, pour en arriver à être capable d'expliquer le monde, il faut avoir compris qu'il n'y a rien à comprendre. Parce que rien à comprendre veut dire désengager l'ego de la forme. Lorsque l'ego sera désengagé de la forme, à ce moment-là, l'homme, de son esprit, de son intelligence, pourra canaliser l'énergie, et à ce moment-là, il y aura dans le monde de l'information qui servira à la construction d'une nouvelle structure psychique et psychologique pour l'humanité. Mais tant que l'homme n'a pas réalisé ceci, il s'abreuve de connaissances
Et il se trouble l'esprit, et vous ne pouvez pas vivre la fusion qui est déjà suffisamment pénible si vous vous troublez l'esprit. L'esprit, il faut qu'il soit calme. Il faut que l'homme apprenne à réaliser qu'il y a en lui son esprit et qu'il attende le moment venu pour que cet esprit lui donne ou perce la couche astrale de son intellect et de ses émotions qui mène à cette curiosité insatiable de beaucoup de gens qui s'intéressent à l'ésotérisme. Ce n'est pas un reproche que je fais aux populations ésotériques, au contraire, heureusement que ça existe, qu'il y ait des gens qui se demandent des questions. Je fais simplement une mise en page pour expliquer dans la colonne de droite que demain, l'homme comprendra tout, non pas parce qu'il voudra rechercher la connaissance, mais parce qu'il aura l'information lorsque cette information lui sera nécessaire. En attendant, son esprit sera en repos, son esprit sera comme la surface d'un lac très calme, au lieu d'être un torrent qui ne cesse d'être actif. Les mystiques, les théologiens, les prêtres, les religieux, les monastiques ont essayé d'expliquer ça à l'humanité en parlant de se retraiter, d'avoir l'esprit calme, et ainsi de suite. C'était très bien, la méditation fait la même chose et d'autres écoles. Et c'est ça que ces gens-là essayaient d'expliquer à l'homme. Et ils avaient raison. Mais ce n'est pas le point. C'est que l'homme doit un jour être capable d'être dans le milieu même, dans la fermentation de cette énergie et aussi en même temps d'être très calme dans son esprit sans pour cela être obligé de s'asseoir sur le sol comme une banane toute pliée. Autrement dit, l'homme peut être calme dans son esprit et être dans le monde parce que demain, au 21e siècle, dans les siècles qui viendront, l'homme sera dans le monde, mais son esprit sera tellement calme que le monde sera calme. Et si aujourd'hui le monde est troublé, c'est parce que l'esprit de l'homme est troublé, et bien qu'il soit troublé pour des raisons de recherche, il est tout de même troublé. Merci, Bernard de Montréal.